Je pense que on est connecté. Donc bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence et bienvenue donc sur cette nouvelle session d'enquête d'évaluation. Donc, qui est un peu particulière aujourd'hui du fait des grèves importantes des transports là sur Paris. Ce qui fait qu'on est tous devant notre PC, on n'a pas accès au studio, ce qui aurait été sans doute beaucoup plus convivial. Mais bon, j'espère que nos débats n'en souffriront pas et je n'en doute pas, je suis assez confiante. On a aujourd'hui avec nous plusieurs acteurs de terrain qui vont pouvoir témoigner de leur expérience, de leur analyse sur les plus importantes questions et conclusions de cette évaluation. Donc, une évaluation qui porte sur 15 années de soutien de l'AFD aux indications géographiques et donc qui a porté aussi sur une quinzaine de projets de l'AFD du FEFEM. Des projets d'accompagnement d'initiatives en faveur des indications géographiques. Alors, cette évaluation, au-delà d'une analyse de la performance des projets, les questions évaluatives ont vraiment porté sur des engagements stratégiques plus récents, comme le climat, le genre, la biodiversité. Et donc, cette évaluation nous a permis de comprendre mieux les résultats justement de nos projets, de voir quelles étaient les pistes d'amélioration pour pouvoir avoir un levier plus important sur la lutte contre les inégalités, pour que nos projets aient un réel impact sur les revenus des producteurs, c'est-à-dire ne pas s'arrêter, en fait, peut-être comme on avait un peu trop tendance à s'arrêter au moment de la certification, mais d'aller aussi au-delà pour les accompagner, pour que leurs revenus s'améliorent. Et puis, comment faire davantage levier aussi sur le développement durable à travers des cahiers des charges et être ainsi mieux préserver la nature. Donc, toutes ces pistes vous seront débattues tout à l'heure. Et ce que je voudrais dire, c'est que justement, ces pistes d'amélioration, c'est vraiment ce qui fait le fil rouge, nous, de notre politique d'évaluation du groupe AFD, qui est en train d'être renouvelée. C'est vraiment le fait que l'évaluation soit utile à la décision, qu'il s'agisse de décisions opérationnelles ou de décisions stratégiques, et que nos conclusions, nos recommandations soient appropriées par les acteurs. Et je crois que là, sur cette évaluation, c'est effectivement une réussite. On voit, enfin vous verrez tout à l'heure à quel point justement les acteurs de terrain se sont emparés des conclusions. Peut-être juste noter que ces résultats ont déjà été présentés lors d'une conférence qui s'appelait Perspectives mondiales sur les indications géographiques, qui est organisée par la FAO et le CIRAD en juillet dernier. Et donc, on voit que cette évaluation a pu nourrir le débat qui s'y est tenu, et de voir que nous partageons de nombreux questionnements avec les praticiens justement des indications géographiques, et dont certains sont d'ailleurs présents aujourd'hui. Alors, peut-être vous dire comment cette session va être organisée. Je ne sais pas si on peut mettre le... Voilà. Donc, on va d'abord vous présenter les conclusions, recommandations de l'évaluation, donc le GRET. Ensuite, on aura donc des réactions des acteurs de la communauté de pratique sur les grandes questions, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis enfin, on aura une session de questionnement-réponse, et qui sera conclue donc par le responsable opérationnel de la division agriculture, développement rural et biodiversité, donc en charge de ces projets à l'AFD. Donc, je voudrais remercier d'abord les évaluateurs du GRET qui ont pour vraiment la qualité de ces travaux. Et je vais tout de suite donner la parole à Damien, qui va vous présenter l'évaluation, sachant que ses collaboratrices, Barbara, Aurélie et Maria Julia, interviendront dans la conférence un petit peu après, au niveau des questions, ou pour répondre aux questions du public. Voilà, merci à tous, et puis très très bonne session. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Donc, c'est un véritable plaisir de faire cette restitution, de vous proposer cette présentation aujourd'hui. Donc, effectivement, je suis le porte-parole d'une équipe de consultantes principalement, qui sont toutes indiquées ici, et notamment Aurélie, Barbara et
et Maria Giulia, avec qui on a vraiment travaillé en étroite collaboration sur l'ensemble des documents. J'en profite également pour saluer Martine François, qui a commencé cette étude et qui malheureusement nous a quittés au cours de l'étude et qui a donc pas pu finir l'étude. Donc c'est l'occasion pour moi de lui rendre un hommage et de la remercier pour tout le travail qu'elle a fait pour les IG, qu'elle a soutenu tout au cours de sa carrière et malheureusement qu'elle n'a pas pu participer à cette dernière restitution. Donc merci à elle. Donc je vais aller assez rapidement sur la partie un peu contexte et méthodologie de l'étude, etc., pour m'attarder un petit peu plus sur les recommandations. Néanmoins, je voulais quand même rappeler un petit peu le cadre des indications géographiques globalement, hein, puisque effectivement les IG font écho à des succès commerciaux qui existent bien avant leur reconnaissance au niveau de l'OMC, laquelle reconnaissance se met en place au travers des accords ADPIC à partir de 1994. Donc ces accords définissent, enfin l'OMC définit donc les indications géographiques comme un moyen qui permet d'identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, d'un État membre, d'une région, d'une localité. C'est bien ce lien avec le territoire qui est extrêmement important. Il faut que la qualité, la réputation du produit soit attribuée essentiellement à cette origine géographique. Et donc, il y a un très fort lien au terroir qui est reconnu par là. Et donc, l'OMC prévoit un petit peu deux types deux principales approches de protection qui on va voir, structurer un petit peu les débats. Il y a une approche qu'on appelle sui generis, où l'IG est considéré comme un bien commun. C'est une protection qui est donc fondée sur un acte administratif de reconnaissance. Et puis, il y a une deuxième approche qui est plus une approche de la common law, plus anglo-saxonne, qui est plus marquée, où les IG sont considérés comme des marques commerciales, plus globalement. Et donc, ces deux approches vont s'affronter au niveau international. La promotion des IG dans pour l'AFD, pour la France, c'est un outil de l'aide au commerce de la France, avec ce double objectif de promotion commerciale des pays en développement, de lutte contre la pauvreté et les inégalités, mais aussi de promotion donc, de cette approche sui generis qui tient cœur à la stratégie française de promotion d'exportation pour notamment reconnaître protéger ses propres indications géographiques. Et donc, on va avoir systématiquement un petit peu ce double objectif dans l'aide au commerce française et dans cet appui aux IG autour à la fois des objectifs de développement durable, de lutte contre la pauvreté et aussi de protection des indications géographiques françaises. Dans ce cadre-là, la France, au travers de l'AFD, du groupe AFD, a mis en place différents outils de promotion des IG, le PRCC, le programme de renforcement des capacités commerciales, et puis aussi au travers du Fonds français pour l'environnement mondial. Globalement, les interventions vont être un petit peu généralement structurées autour de deux grandes composantes. Une composante institutionnelle qui vise justement la reconnaissance des systèmes sui generis, la mise en place des cadres législatifs et normatifs autour des indications géographiques et des appuis à des filières pilotes où on va essayer de structurer les filières et de les certifier, de les enregistrer comme des indications géographiques. Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de projet est assez classique, avec un ancrage fort au sein des administrations, avec une maîtrise d'ouvrage institutionnelle et généralement une assistance technique internationale. Donc on a là présenté les différents projets soutenus par l'AFD, par le groupe AFD au cours du temps. Donc je ne vais pas présenter l'ensemble de ces projets évidemment, mais dans l'ensemble on a 18 projets qui ont permis le soutien, l'appui aux indications géographiques pour à peu près 27 millions d'euros d'encours. Ça veut dire une moyenne par projet d'1,5 million d'euros, selon une moyenne relativement faible comparée aux autres projets de l'AFD. On a des projets, de nombreux projets différents au niveau national, avec un grand nombre de produits essentiellement issus agricoles,
qui sont soutenus. Et puis aussi des projets régionaux, les projets en Asie, autour du poivre, du sucre, du riz. Et puis en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique de l'Ouest, avec le Pampig, où on a appuyé le poivre, le café, le miel au Cameroun, en Guinée. Voilà. Et le dernier grand projet, ça va être la facilité G, qui est assez différent en termes institutionnels, de montage et de type d'appui par rapport aux autres projets. Voilà, donc ça, c'était le cadre global. Maintenant, le cadre de cette étude, cette évaluation. Alors, globalement, l'AFD disposait d'un certain nombre d'évaluations de projets préexistantes. Ça va être toutes les 5 évaluations là, qui sont indiquées en bleu-vert. Donc, c'est des projets sur lesquels il y avait déjà des évaluations, mais il n'y avait pas d'analyse transversale de l'ensemble, de lecture transversale de l'ensemble de ces évaluations. Donc, c'est bien l'objectif de l'évaluation que je vous restitue aujourd'hui, qui est de présenter cette analyse transversale, donc de ces 5 évaluations, 5 projets déjà évalués et de 3 nouveaux projets qui ont été évalués au cours de cette étude. Et donc, c'est bien sur la base de ces 5 évaluations déjà réalisées et de 3 évaluations nouvelles qu'on a pu faire une évaluation transverse. Laquelle évaluation transverse se base sur à peu près 12 questions d'évaluation qui sont basées sur les critères classiques du cadre de l'OCDE, pertinence, cohérence, durabilité, mais aussi, et c'est peut-être un petit peu une nouveauté, sur les dimensions opérationnelles de la grille de développement durable de l'AFD. Donc, on a décliné une matrice de 39 sous-questions pour alimenter ces 12 questions évaluatives avec des indicateurs. Un point assez important sur cette méthodologie, c'est de bien rappeler que les cadres normatifs ont évolué entre le début des projets qui démarrent vers 2007 et les projets actuels. Il y a certaines questions qui n'étaient pas abordées, dans les évaluations parce que les cadres normatifs à l'époque ne faisaient pas référence à ces questions-là. Je pense notamment aux questions climatiques, de diversité, genre, qui effectivement n'étaient pas à l'époque. Et donc, du coup, il y a assez peu d'informations autour de ces questions-là. Et donc, le regard rétrospectif doit être pris avec assez de recul pour ne pas analyser de manière erronée l'absence de ces questions-là. Ce n'est pas parce que ce n'était pas pris en compte à l'époque qu'il n'y a pas un impact positif potentiel. En termes de méthode, donc c'est assez classiquement un grand nombre d'entretiens pour ces études transverses, les 3 missions de terrain qui ont quand même permis d'aller recueillir les informations sur le café des Boloven, l'ananas au Bénin et les filières tunisiennes, huile, grenade et dattes, voilà, spécifiquement sur ces questions-là. Je voulais insister sur un point. C'est aussi l'absence je vais y revenir après. Donc les analyses, évidemment, rencontrent un certain nombre de limites, on ne peut pas être exhaustif. Donc c'est une évaluation qui est complexe, avec des sujets qui sont compliqués, d'autant plus sur les nouveaux sujets, comme je l'indiquais précédemment. Travailler de manière rétrospective sur des questions qui étaient peu abordées à l'époque est forcément complexe. On a aussi des analyses qui sont basées principalement sur les évaluations finales. Sur les 5 projets déjà évalués, on n'a pas eu l'occasion de faire des terrains complémentaires pour aller regarder les impacts à long terme ou mettre à jour certaines des données de ces évaluations finales. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. La situation a pu évoluer ultérieurement et nous, on n'a pas eu les moyens de spécifiquement aller voir sur ces 5 évaluations déjà réalisées l'évolution de la situation. Par contre, les analyses sont complètement d'actualité sur les 3 projets qui ont fait l'objet d'études de terrain spécifiques. On a aussi une autre limite, c'est qu'il y avait des dispositifs de suivi et évaluation dans ces projets analysés assez faibles. On y reviendra, mais du coup, c'est relativement complexe de faire des analyses a posteriori quand les dispositifs de suivi et évaluation sont limités. On a peu d'informations pour faire une analyse complète. Et donc, c'est difficile d'estimer l'impact des projets avec peu de données. Et l'autre grande faiblesse c'est qu'en fait, il y a peu de produits qui sont effectivement commercialisés sous IG.
C'est-à-dire que sur l'ensemble des projets qui ont été analysés, la quantité de produits et le nombre de filières qui commercialisent effectivement sous IG est relativement limité. Et donc, du coup, les effets, les impacts de la commercialisation sous IG, c'est forcément difficile à mesurer. Je vais aller vraiment sur les résultats de l'étude et sur les deux grands axes. Comme je vous ai dit précédemment, il y avait deux grands axes d'intervention. Un principal axe autour du renforcement institutionnel des cadres normatifs relatifs aux indications géographiques dans les pays, et un autre axe sur les filières pilotes. Donc, sur le renforcement institutionnel, on a noté, et puis c'est reconnu par l'ensemble des évaluations qu'on a pu analyser, c'est une très bonne pertinence, une très bonne cohérence avec les engagements des États. Les États ont souvent pris des engagements à l'OMC sur les indications géographiques, ont des stratégies de développement des indications géographiques, et donc ces appuis institutionnels rentrent bien dans les orientations des États. À tel point même d'ailleurs qu'ils les influent en étant, avec cette maîtrise d'ouvrage nationale, ça a aussi contribué à l'élaboration des cadres et des stratégies des États, garantissant aussi la pertinence de l'intervention. C'est également tout à fait aligné avec les orientations du PRCC, mais plus largement de l'AFD et de la France, à la fois dans les cadres de lutte contre la pauvreté et des inégalités, et aussi dans le cadre de la promotion et la défense des intérêts commerciaux français relatifs aux indications géographiques. Donc on a un très bon ancrage dans les stratégies françaises d'aide au commerce. Ça, c'est aussi reconnu tout à fait. Sur les questions plus climatiques et les orientations avec le FFM, il y a des questions peut-être un petit peu plus, l'appréciation est peut-être un petit peu plus mitigée, puisque l'essentiel de ces filières IG sont des filières d'exportation, et donc le lien avec les engagements climatiques de la France et notamment tout ce qui est émissions importées peut être un petit peu plus peut-être mitigé. En termes d'efficacité, on est sur un volet qui a plutôt été assez efficace. Les cadres normatifs, les lois, les règlements, les institutions sont globalement mis en place. C'est pas forcément réalisé au cours du premier projet. Il faut peut-être plusieurs projets pour que, in fine, ça se mette en place. Mais globalement, les cadres normatifs sont mis en place et existent et du coup assurent aussi une certaine durabilité, puisque l'ensemble de ces lois, de ces règlements, de ces institutions restent et sont durables une fois les projets terminés. C'est peut-être un petit peu moins valable en termes de durabilité pour les institutions qui souffrent parfois d'un manque d'investissement, d'un manque d'appropriation par les États, et certaines des institutions existent mais ne sont pas forcément fonctionnelles dans le temps. Sur la partie promotion des filières, les filières pilotes, là, les évaluations, un certain nombre d'évaluations qu'on a pu consulter et analyser sont plus critiques sur l'adaptation de l'outil IG par rapport aux besoins des filières. On peut noter par exemple que par exemple, sur le projet, l'évaluation du premier projet en Asie indique le montage du projet ayant d'emblée une entrée IG, ça induit une démarche qui ne part pas des besoins des filières en termes de développement stratégique, mais du besoin de faire fonctionner et justifier l'existence du cadre légal et administratif. Par exemple, au Cambodge, on va avoir l'évaluation qui indique que le choix du thème IG a empêché de tester une série d'autres signes de qualité, que ce soit les marques, les AOP, les certifications biologiques, etc., qui sont pourtant tous jugés aussi pertinents pour la diversification agricole et l'exportation par le gouvernement du Cambodge. Donc, ce lien avec de l'IG, du choix de l'IG par rapport aux besoins des filières est assez critiqué par les différentes évaluations. En termes d'efficacité et d'impact, globalement, les projets ont réussi à enregistrer les IG. Dans l'ensemble, l'enregistrement finit par arriver à nouveau. Parfois, ça prend un peu plus que le temps d'un projet. Parfois, c'est évidemment un peu compliqué, etc. Mais dans l'ensemble, les IG sont enregistrés. Sur la commercialisation, c'est moins évident. Il y a quand même de nombreux projets qui à la fin du projet, en fait, ne démontrent pas que la commercialisation est effective sur les filières. Peut-être que c'est parce que les projets
appuyant l'émergence de la filière, il n'est pas encore, les groupements n'ont pas encore eu le temps de commercialiser, mais on voit des filières qui ont été appuyées pendant des années et qui de fait commercialisent assez peu sous IG. Hein. Je pense au café Ziama, je pense au riz petit poussin au Laos, où malgré des années d'appui, la commercialisation effective sous label IG est assez limitée. Du fait de cette commercialisation limitée, du coup, les impacts en termes de revenus, de pauvreté, d'inégalité de genre sont assez limités, quoi. On a du mal à avoir un impact sur ces questions-là. J'ai mis en gras la question des inégalités parce que c'est quelque chose qui est revenu à différentes reprises dans les évaluations sur la question de l'exclusion. C'est vrai qu'il a été identifié un certain nombre de risques d'exclusion sur les différentes filières. Ça va par exemple être sur l'ananas au Bénin, où le cahier des charges exclut les transformateurs, les transformatrices de fait, de la certification IG. On va avoir comme ça des phénomènes sur les myrtilles en Albanie, où en fait un des acteurs principaux de l'IG est en fait en situation quasi de monopole et donc du coup capte une grande partie des revenus. Donc ça, c'est un point d'attention qui a été identifié dans différentes évaluations ou qui identifie un risque d'exclusion et en tout cas pas de limitation d'inclusion des filières. Sur la gestion des ressources naturelles, le changement climatique et la biodiversité, on a des impacts très mitigés, très divers, et les impacts sont essentiellement liés au choix des filières, quoi. Sur des filières ananas au Bénin où on se destine à une filière d'export avion où le cahier des charges est assez peu exigeant en termes de pratiques environnementales, les impacts sur la biodiversité et le changement climatique, a priori, sont pas tellement positifs. Et c'est assez différent de filières agroforestières sur du miel au Mondolkiri ou du miel à Oku au Cameroun, où de fait, la gestion agroforestière fait partie de l'itinéraire technique et de l'intérêt de la filière. Donc vraiment, les impacts environnementaux dans leur ensemble sont vraiment liés au choix des filières. Et ce choix des filières est fondamental pour anticiper ces pratiques, ces impacts environnementaux. Sur la durabilité, la pérennité, elle est assez variable en fonction des filières. On a des cas où certaines filières se sont bien structurées. Hein. Le poivre de Campote, c'est un succès. Les groupements fonctionnent et commercialisent sous IG actuellement. Et pour d'autres filières, c'est beaucoup plus questionnable. Et cette durabilité, elle est liée à différents facteurs autour de la structuration des groupements, la préexistence des groupements au projet, l'existence de marchés, évidemment, c'est extrêmement fondamental. Il faut que les produits trouvent des marchés et des débouchés pour pouvoir être commercialisés. Et puis, une continuité des appuis, parce qu'on voit que les appuis fractionnés limitent la durabilité des filières appuyées. Je continue. Sur les recommandations, donc je vais aller assez rapidement sur ces recommandations. Comme je l'ai déjà dit, au moment de l'élaboration des projets, il est vraiment fondamental d'analyser la valeur environnementale des filières et choisir des filières à haute valeur environnementale. C'est ça qui va garantir l'impact climatique, en termes de biodiversité, en termes d'adaptation, d'atténuation. C'est vraiment le choix de la filière qui est fondamental. Donc, le type de filière choisi, les itinéraires techniques, bien réfléchir aux labels complémentaires qui pourraient être mis en place, et notamment le bio, voilà, et pouvoir éventuellement modifier les critères de choix, renforcer cette partie choix environnemental dans le choix des filières, voire avoir des critères d'exclusion. Par exemple, ne pas faire d'exportation par avion. On pourrait tout à fait imaginer que les financements français, l'aide publique au développement ne favorise pas les exportations par avion de filières dans ces appuis. La prise en compte du genre est extrêmement importante dès l'élaboration des projets. Systématiser les plans d'action genre. Il y en avait très très peu. Les mots genre n'apparaissaient pas dans les évaluations précédentes. C'est fondamental de l'indiquer de le réfléchir dès la conception des projets et de réfléchir à la répartition des revenus au sein de la filière. Dans la mise en œuvre des projets, il est
extrêmement important d'améliorer les dispositifs de suivi et évaluation. Quand on travaille sur des filières pilotes, il faut avoir un dispositif de suivi et évaluation robuste qui permette d'en tirer des enseignements et de pouvoir orienter les interventions ultérieures. C'est le sens du projet pilote. Des projets pilotes sans suivi et évaluation, c'est extrêmement complexe. Il est important pour ça d'harmoniser les indicateurs de suivi pour pouvoir comparer et pouvoir les comparer et en tirer des enseignements. Et il est extrêmement important que les phénomènes d'exclusion soient analysés au sein de ces dispositifs de suivi et évaluation. C'est-à-dire qu'il est impossible d'anticiper toutes les sources d'exclusion potentielles dans la mise en place d'une filière. Et donc, cette question spécifique doit faire l'objet d'une attention au cours du projet pour pouvoir réorienter le projet le cas échéant. Le choix du signe de qualité, je l'ai vraiment mis au moment de la mise en œuvre des projets. C'est-à-dire que c'est vraiment au cours du projet, lors de ces premières phases, que le choix du label de qualité doit être fait par les acteurs. Il n'est pas possible que le choix soit réalisé par des acteurs externes. C'est un choix des acteurs des filières qui doivent le porter, qui doivent se l'approprier. Donc, c'est eux qui doivent choisir leur signe de qualité. Et le choix ne doit pas être préétabli parce que c'est bien sur la base du travail des projets, sur la base de l'analyse des filières, que les acteurs pourront choisir leur signe de qualité. Et puis, on a besoin d'un accompagnement à la durabilité avec des appuis qui soient prévisibles et de long terme, sans discontinuer sur un certain nombre d'années. Sur des projets agricoles, des appuis de 3 ou 4 ans, ça veut dire 2 campagnes agricoles appuyées, c'est largement insuffisant pour structurer une filière. Et puis, les appuis post-enregistrement, notamment sur les plans de contrôle et la recherche de marché, la commercialisation sont fondamentaux. On ne peut pas appuyer, le projet IG ne s'arrête pas à l'enregistrement, ça je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui. En termes de stratégie d'intervention, et ce sera ma dernière slide, il est important de renforcer et faire évoluer les modalités d'appui par l'AFD. Il est important de garantir des financements de long terme avec une prévisibilité. Ça veut dire des dispositifs de financement par récurrence, par exemple, sans rupture de financement, sans rupture des conventions de financement, avoir des projets sur une modalité, par exemple, que l'AFD met en place en plus dans la DPAOSC ou que les Suisses mettent en place avec des modalités par récurrence de 3 x 3 ans, 3 x 4 ans, ça permet d'une très bonne prévisibilité des appuis, ça permet d'éviter de renouveler l'ensemble des équipes dans les coopératives, dans les équipes d'appui, ça évite d'avoir à renégocier des MOU avec les maîtrises d'ouvrage nationales et donc une bonne continuité des appuis. Et puis également, il faut augmenter les montants des projets. Les projets sont vraiment sous-financés par rapport aux autres projets de l'AFD. Si on veut être exigeant en termes de suivi et évaluation et en termes d'impact dans la durée, il faut augmenter les montants de ces projets-là. On a identifié aussi le renforcement de la coordination des acteurs. Il y a différents acteurs qui interviennent sur les filières, parfois sur les mêmes filières. Je pense au cas, par exemple, de l'ananas du Bénin, où c'est bien un plan. À un moment, il y avait différents acteurs qui intervenaient. Et il a été nécessaire de mettre un plan de coordination de ces acteurs-là afin d'éviter les doublons et d'avoir une meilleure cohérence de l'intervention. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs français également qui mériteraient d'être coordonnés sur l'ensemble de pour améliorer la coordination technique de ces différents acteurs. Et puis, enfin, une dernière recommandation, mais néanmoins très importante, qui serait de mettre en place des outils non ciblés. C'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, c'est bien au cours des projets qu'il faut que les groupements, que les acteurs choisissent leur signe de qualité. Le signe de qualité ne peut pas dépendre du guichet de financement auquel les acteurs ont accès. Ce n'est pas parce qu'il y a un guichet de financement facilité IG que les groupements doivent postuler à cette facilité IG et donc doivent être labellisés IG. Ce n'est pas le choix du guichet de financement qui doit orienter le choix des acteurs pour aller vers tel ou tel label ou certification. Et donc, du coup, mettre en place des appuis non ciblés pour les filières de qualité serait vraiment un meilleur outil pour assurer la durabilité et un impact important sur les filières. Voilà, je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un tout petit peu long.
Bonjour à tous. Merci Damien pour cette présentation très claire. Donc, je suis Anne Chetaille, je travaille à l'Agence française de développement au sein de la division agriculture, développement rural et biodiversité. Et j'ai eu le plaisir de coordonner ce travail avec ma collègue Sylvaine Laborie-Roussel du département des évaluations. Voilà, on tient encore à féliciter le GRET et toute l'équipe de consultantes pour ce travail qui a été un travail de longue haleine, plus d'un an, un an de travail et d'études de cas, de missions de terrain aussi, malgré les conditions compliquées liées au Covid. Donc, comme vous l'avez vu, cette évaluation, elle est très riche. Donc, on a là une synthèse qui nous a été présentée, mais c'est un rapport complet, c'est 3 études de cas. Néanmoins, il nous a paru intéressant de mettre en perspective un certain nombre de problématiques soulevées dans le cadre de cette évaluation. Et notamment les suivantes, à la fois la nécessité d'une forte adhésion des producteurs à la démarche IG, puisqu'on voit aussi que certaines approches top-down avec des IG qui viennent du haut ne fonctionnent pas toujours. La nécessité également d'un accompagnement des IG sur le long terme, dès lors qu'elles sont enregistrées. Enfin, également la question du suivi des effets des projets. Quels moyens on a pour cela dans le cadre des projets? Quel budget? Comment on fait face à la complexité de ce sujet? Ça a été évoqué par Damien. Voilà, le sujet également de la coordination des bailleurs, c'est pas forcément un sujet qui est spécifique aux indications géographiques, néanmoins les évaluateurs l'ont relevé. Voilà, comment on s'assure de la complémentarité des actions soutenues par les bailleurs, à la fois au niveau des filières soutenues ou encore de la promotion, du partage d'un certain nombre d'outils mis en place par chacun des bailleurs sur les indications géographiques. Et de façon plus large, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir le regard d'experts sur comment ces sujets de durabilité sont finalement pris en compte par les acteurs des IG au niveau international, par la communauté des IG. Voilà, parce que l'AFD a pris cette initiative d'évaluer la contribution des projets qu'elle finance au développement durable, mais quid des autres acteurs, des autres bailleurs ou des autres experts dans le domaine. Donc pour répondre à toutes ces problématiques, on a souhaité faire intervenir à distance, et on les remercie encore, 5 personnes. Donc je commencerai par Taïro Kanouté, qui est de l'ONG ETDS, qui nous parlera de l'appropriation des IG par les acteurs locaux. Ensuite, nous aurons Michel Gonomi, qui est chef de projet Pamping à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ensuite, nous aurons Reto Meili de l'Institut suisse de la propriété intellectuelle sur le suivi, l'évaluation des effets des IG. Enfin, la coordination des bailleurs par Monique Magal du programme AFRIPI et Massimo Vittori de l'ONG Origine sur le sujet mobilisation de la communauté de pratiques IG sur les sujets de durabilité. Alors, Taïro, je vais commencer par vous. Vous mettez en œuvre un projet IG sur le mat de Casamance, au Sénégal. Donc, c'est un projet, on peut le souligner, qui est financé par la facilité IG, soutenu par l'AFD et opéré par le CIRAD. Moi, j'ai la chance de participer au comité de sélection de cette facilité et donc j'ai le plaisir d'étudier le projet que vous avez soumis. On a pu noter une certaine appropriation des acteurs, un certain dynamisme au sein dans cette démarche-là, et puis aussi l'association assez vite d'un certain nombre d'acteurs et de bailleurs comme la FAO ou l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'explique ce dynamisme-là? Quels sont les ingrédients qui ont fait que voilà, on a pu avoir cette appropriation par les acteurs locaux? Alors, bonjour à tout le monde. Merci Anne de m'avoir donné la parole. Alors, la question ou le défi de l'appropriation des IG par les acteurs locaux en Afrique,
pour moi, se joue à deux niveaux. D'abord, au niveau de leur potentiel en termes d'ancrage à leur territoire naturel, de leur inclusion sociale avec la participation des petits producteurs, des femmes et des jeunes, surtout en termes de création d'emplois, mais également de potentiel de réponse aux besoins des acteurs locaux, on l'a vu tout à l'heure dans l'évaluation. Le deuxième niveau d'appropriation, qui à mon avis est intéressant, c'est la capacité des IG à s'intégrer ou à être intégrés dans ce que je pourrais appeler la boîte à outils des dispositifs et stratégies de structuration des filières agricoles et artisanales en Afrique. Alors, dans le cas du MAD, ces deux conditions sont en effet présentes. D'abord, le MAD de Casamance peut être considéré pour moi comme un modèle d'appropriation collective de la démarche IG, en ce sens que c'est un produit à fort ancrage et inclusion sociale, un produit phare emblématique de la Casamance naturelle, un produit qui est partie intégrante de la gastronomie locale et des habitudes alimentaires locales et nationales. Le projet IG MAD de Casamance est une réponse à un besoin, une demande existante. En effet, le MAD contribue pour 1/3 à 1/2 des revenus des ménages agricoles dans le département de Bignona, par exemple, qui est le principal bassin de cueillette. C'est le deuxième produit en termes de chiffre d'affaires pour les unités de transformation locales. 29% de leur chiffre d'affaires en 2021 et presque 35% de leur chiffre d'affaires en 2022. C'est vraiment une demande nationale qui est en forte croissance. Alors, le projet IG MAD de Casamance est né du déclic du séminaire sous-régional de 2017 organisé par l'OMPI, la FAO, l'ASPID, l'OAPI. Et là, je voulais signaler le rôle de l'information et de la sensibilisation dans le déclenchement de la mobilisation et de l'appropriation par les acteurs. C'est-à-dire que c'est à partir de ce séminaire-là que les acteurs de la filière MAD ont compris les enjeux autour de l'indication géographique et ont fait la demande. Ils sont venus vers nous principalement et vers l'Agence nationale de conseil agricole et rural. L'autre chose que je voulais signaler, c'est l'importance du rôle de l'animation territoriale dans le processus d'appropriation. Et à ce niveau, nous, en tant qu'ONG, on a joué un rôle, en tout cas important, dans l'animation territoriale qui est extrêmement important dans l'appropriation locale. Il faut aussi noter l'importance de l'identification de noyaux ou d'un écosystème organisationnel favorable au renforcement des groupements porteurs. Et dans ce sens-là, les unités de transformation et de conservation ont été vraiment des leaders dans le portage du projet. Le cahier des charges. Le cahier des charges traduit également une certaine appropriation par les acteurs locaux, dans le sens où, dès le départ, les acteurs ont senti le besoin et une volonté vraiment d'intégrer la question environnementale dans le cahier des charges. Donc, de ce point de vue-là, on peut noter vraiment une appropriation du cahier des charges. Concernant la structuration maintenant, on est en présence d'une filière qui se structure par l'aval. Pour moi, dans les IG, dans la démarche de structuration des IG, on peut avoir deux cas possibles. Le premier cas, l'IG trouve une filière déjà structurée. C'est le cas des filières formalisées, fortement soutenues par l'État, les projets, ONG, etc. Par exemple, la mangue en Casamance. Le deuxième cas, et c'est le cas du MAD, l'IG trouve une filière très peu structurée, informelle, avec très peu de soutien institutionnel. C'est ce que nous appelons ici un peu les filières orphelines. C'est le cas du MAD ou souvent des produits forestiers non ligneux. Ainsi, dans le cadre de la phase du projet en cours, soutenu conjointement par la facilité IG, l'OMPI et la FAO, la structuration et la professionnalisation sont en train de se poursuivre à partir des micro-entreprises agroalimentaires plus ou moins structurées, pour remonter aux acteurs situés dans les territoires de cueillette. On assiste ainsi à l'émergence d'un nouveau métier, le métier de cueilleur professionnel, et à l'organisation de la cueillette autour de comités ou de groupes
de cueilleurs. Pour conclure, pour moi, ces processus d'appropriation, et nous l'avons vu dans l'évaluation, sont très demandeurs en temps. Le projet a démarré, on va dire officiellement en 2019, même si beaucoup d'actions ont été faites à partir de 2017. Mais avec la Covid, on a eu un temps de latence, mais ça n'a pas empêché les acteurs à se mobiliser et à utiliser les technologies, notamment les réseaux sociaux, pour continuer à discuter et à négocier. C'est des processus qui demandent aussi en moyens et en soutien en termes d'études, d'identification des noyaux porteurs, de rencontres, de négociations. Surtout si la zone géographique est assez large, comme nous le connaissons. Le MAD de Casamance couvre 3 régions, la Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. C'est des processus qui demandent également, qui sont demandeurs d'innovation, mais surtout de synergie au niveau des acteurs d'appui. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Tahirou, pour votre intervention et ce témoignage qui rappelle voilà, l'importance de l'ancrage local, l'existence d'une demande locale aussi, le rôle que vous avez joué, ETDS aussi, dans le portage de la démarche et voilà, l'animation au niveau du territoire et puis ce temps long aussi qui est nécessaire, ça a été soulevé dans le cadre du rapport aussi par le GRET. Voilà, les IG, ça demande un certain accompagnement et donc justement, c'est une bonne transition pour le sujet suivant. Je ne sais pas si notre collègue Michel Gonomi a pu se connecter entre-temps depuis le Yaoundé au Cameroun. Est-ce que il est là ou pas? Je n'ai pas l'impression. Ok, je crois que le système est un peu gourmand en énergie et donc Michel Gonomi a des difficultés à se connecter. Alors, je vous propose d'enchaîner en espérant qu'il puisse se connecter un peu plus tard. Et avec l'intervention de M. Reto Meili de l'Institut suisse de la propriété intellectuelle. Donc, l'IPI, aujourd'hui, joue aussi un rôle important en termes de soutien aux projets IG dans plusieurs pays, en Amérique latine, en Afrique, aussi dans les Balkans, à la fois sur des actions de soutien en termes de renforcement institutionnel, de renforcement de capacité des associations d'IG. L'IPI s'intéresse aussi de près à cette question de l'évaluation des effets des projets IG qui sont soutenus et a mis en place une méthodologie de suivi des effets. Et donc, on a souhaité avoir votre retour d'expérience, M. Meili, sur la méthodologie que vous avez développée. Voilà, pourquoi vous l'avez développée et quel retour d'expérience vous avez sur sa mise en œuvre et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de dispositif de suivi et évaluation? Bon, merci. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci à l'AFT de partager le rapport avec nous et d'inviter l'IPI Suisse à cet échange important. C'est très apprécié, il faut dire. Comme mentionné dans le rapport aussi, la Suisse et la France sont d'accord sur l'importance accordée à la protection des IG et sur la préférence pour un système sui generis, qui était mentionné aussi. Nous partageons également une passion pour la coopération internationale pour renforcer les systèmes IG dans nos pays partenaires. Et en lisant le rapport et en écoutant la présentation de Grete tout à l'heure, je peux confirmer que ces questions soulevées dans le rapport sont en grande partie les mêmes que nous avons dans nos projets. Parce qu'une évaluation d'impact sérieuse comme celle que vous avez présentée, c'est une matière complexe. C'est particulièrement le cas si nous ne voulons pas seulement mesurer les impacts économiques qui ont des indicateurs mesurables, mais aussi les impacts culturels, environnementaux, etc., qui ont tendance à être moins mesurables. Et notre préoccupation est également de savoir comment mesurer les impacts du projet, respectivement, comment séparer les impacts du projet des tendances générales qu'on peut observer sur le marché, ou comment créer ou prouver une corrélation entre les apports du projet et les impacts observés.
Et c'est ça la raison pour laquelle l'IPI, avec l'Université de Firenze et Agridea, a élaboré une publication intitulée The Effects of the Protection of Geographical Indications, que vous avez mentionné juste avant, en 2011. Donc, c'est une méthodologie complexe qui a été développée pour prendre en compte tous ces aspects mentionnés. Je peux volontiers partager le lien après à ces études, mais c'est en anglais. L'intention était de pouvoir concrétiser les effets de la protection des IG afin d'avoir de l'évidence et d'appliquer cette méthodologie aussi pour évaluer nos projets de coopération. Mais pour être honnête, nous ne l'avons pas appliqué tel quel et les raisons sont, premièrement, il n'y a normalement pas le budget du donateur pour une évaluation aussi complexe et ambitieuse et plusieurs années après la clôture d'un projet. Donc, on a aussi écouté ça dans la présentation de Crête. On avait aussi trop d'indicateurs avec en même temps un manque de données de référence, donc un manque de baseline dans un nombre de pays. Et il n'y a généralement pas de groupe de contrôle comparable qui serait nécessaire pour isoler les impacts observés dans les projets IG des tendances générales du marché. Nous avons ensuite développé une version plutôt simplifiée de cette méthodologie et on a créé des guidelines pour l'évaluation des projets IG. Ça, je peux aussi vous partager le lien après. C'est publié. Donc, ces directives incluent des aspects économiques, environnementaux, culturels et aussi de la gestion de l'IG. Mais il faut dire que ce sont essentiellement des directives d'entretien. Donc, nous ne pouvons pas mesurer nous-mêmes un bon nombre des indicateurs. Donc, les informations sont basées sur les résultats d'entretien. Ce sont en même temps aussi les limites de ces guidelines. Donc, jusqu'à présent, nous avons appliqué les guidelines qu'en Colombie avec l'intention de les appliquer également dans d'autres pays, d'autres projets. Mais dans d'autres projets, généralement, nous utilisons simplement des indicateurs qui peuvent être mesurés au début d'un projet et de nouveau à la fin du projet. Et ces indicateurs choisis dépendent de la motivation initiale, les objectifs pour la protection IG. Donc, pour décider si un projet a réussi ou pas, il faut tout d'abord voir la motivation initiale des producteurs. Donc, on parle du succès économique, ou plutôt juridique, ou culturel, ou de réputation. Donc, à quel niveau on a du succès? Là, je vous présente brièvement deux cas de l'Indonésie pour faire cette différence. Dans le cas du sel d'Ahmed de Bali, la motivation pour protéger leur sel en tant qu'IG, c'était principalement économique. Donc, nous nous sommes donc concentrés sur les indicateurs économiques dans l'évaluation. On a fait aussi une baseline avec les mêmes informations. Par exemple, le nombre de familles de producteurs, la quantité de production, le prix par kilo à Ahmed, le nombre d'acheteurs, etc. Dans un autre cas, un autre produit, Tenuni Katsika de Flores, donc un textile artisanal indonésien, la motivation n'était pas principalement de nature économique, mais de la protection de leur patrimoine culturel, une lutte contre l'infraction par l'industrie textile. Donc, de ce point de vue, le projet a été un succès aussi, même s'il n'y a pas eu d'augmentation significative des prix et des revenus. Donc, tout ça en bref, le succès dépend un peu aussi de la motivation initiale. Là, je suis déjà en fin de ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Reto, pour cette réaction voilà, qui confirme effectivement la complexité de ce type d'approche. Je me propose, alors, si je vais prendre quand même quelques minutes puisque Michel Gonomi n'est toujours pas là, mais je pense que c'est quand même important de vous partager ce qu'il nous a transmis aussi par rapport au message qu'il souhaitait vous partager. Alors, je le ferai sans doute pas aussi bien que lui, mais sur cette question du post-enregistrement et de la pérennité des IG. Voilà, on souhaitait prendre l'exemple du projet Pamping, projet d'accompagnement aux IG, qui est donc mis en œuvre par l'OAPI et financé par l'AFD. On en est à une deuxième phase et qui accompagne l'enregistrement de 6 IG, 6 produits pilotes en IG et qui accompagne également la mise en œuvre de 3 IG financés
dans la phase précédente du PAMPIG, donc dans 4 pays, Côte d'Ivoire, Guinée, Bénin et Cameroun. Donc voilà, on souhaitait l'interroger sur des actions qui sont mises en place sur le PAMPIG, dans le PAMPIG, sur la partie post-enregistrement, et quels étaient les défis majeurs observés sur ce volet post-enregistrement. Et donc, ce qui nous voulait nous partager déjà, c'est un premier élément de constat, c'est que la quasi-totalité des IG enregistrés sont en situation dormante, parce qu'on n'a pas de système de contrôle d'étiquetage et de commercialisation fonctionnelle, et des produits qui sont mis sur le marché sans étiquette. Et puis, au-delà d'une mobilisation des États sur les IG, il n'y a pas forcément une prise en compte suffisante de cette phase de post-enregistrement et de cette nécessité de pérenniser les IGP dans la construction des premières IGP. Là, on parle bien aussi au niveau de l'OAPI. Et selon lui, les causes principales de la non prise en compte du post-enregistrement et de cette question de la pérennité dans les démarches IG au niveau de l'espace OAPI, c'est déjà que les premières IGP se sont construites généralement sur un mode purement institutionnel, donc ce qu'on le GRET aussi a pu mettre dans son rapport sur le fait que c'était voilà, une approche plutôt qui venait du haut et non à partir des aspirations des producteurs et des structures des produits concernés. Et d'autre part, que les objectifs fixés et les délais pour y parvenir n'étaient pas alignés sur les besoins des acteurs et des filières concernées. Et donc, dans le cadre du projet PAMPIG, il y a un certain nombre d'actions qui ont été prévues pour accompagner la phase de post-enregistrement. D'une part, un renforcement du cadre juridique et d'animation et de la gouvernance des IGP, un encadrement des acteurs IGP, des groupements par des techniciens, un renforcement du système de contrôle interne et d'étiquetage, et également le soutien à la mise en place de stratégies commerciales de promotion. Donc, j'ai oublié de mentionner qu'on parle là du poivre de Penja au Cameroun, du café Ziama en Guinée, et également du miel blanc d'Okun qui est au Cameroun. Voilà, donc c'est un certain nombre de ces actions qui sont mises en place sur la partie post-enregistrement. Encore une fois, désolé. Michel aurait pu vous présenter ça plus en détail. Donc, je passe maintenant la parole à Monique Bagal, qui va intervenir sur la question de la coordination des bailleurs. Donc, Monique, vous êtes coordinatrice du volet IG du programme AFRIPI, qui est financé par l'Union européenne, donc qui porte sur la propriété intellectuelle en général en Afrique, mais voilà, avec AFRIPI a une composante IG, avec également le soutien de l'Office européen de la propriété intellectuelle, le IPO. Donc, ce programme apporte une assistance technique à la mise en œuvre de la stratégie panafricaine sur les indications géographiques qui a été adoptée en 2018. Un comité consultatif a été mis en place pour le développement des IG en Afrique, donc aussi en accompagnement de cette stratégie, et lequel comité est constitué de l'OAPI, de la RIPO, de l'Union africaine et de la Commission européenne notamment. La FAO, le MPI et l'AFD en sont observateurs, et là où on en vient à votre présentation, c'est que le secrétariat est assuré par la Commission européenne. Et donc, vous avez un rôle clé, quelque part, à jouer en termes de coordination des bailleurs. Donc, qu'est-ce que, finalement, la mise en œuvre de la stratégie continentale de l'Union africaine sur les IG, qui est soutenue par AFRIPI, apporte de nouveau quant à la coordination des bailleurs? Merci beaucoup, Madame Chetaille, et merci de donner la parole. Et au nom des chefs de projet AFRIPI, merci à l'AFD de nous inviter à cette discussion autour des projets IG. Ça va sûrement alimenter nos réflexions quant à nos indicateurs de performance. Donc, moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la synthèse qui nous a été partagée. Effectivement, la plupart des recommandations, y compris celles qui portent sur la coordination des bailleurs. Et effectivement, mon propos va porter sur la stratégie continentale des IG et le comité consultatif, qui pour moi est un très bon exemple de ce qui peut se faire en tant qu'amélioration de la coordination des bailleurs. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, la stratégie continentale est un des engagements récents de l'Union africaine par rapport aux indications géographiques. On peut imaginer que sa vocation continentale, puisque la stratégie touche 55 États, dont 2 organisations régionales de propriété intellectuelle, que sont l'ARIPO et l'OAPI,
et tout un tas d'États qui n'en sont pas membres, rendait indispensable, me semble-t-il, une bonne coordination entre acteurs pour des raisons d'efficacité, mais aussi, bien entendu, pour des raisons de légitimité des interventions de la stratégie continentale. Mais en réalité, ceux qui nous suivent et qui le savent que la coordination a commencé bien avant la mise en œuvre de la stratégie, mais dans le processus d'élaboration de la stratégie, il y a eu un certain nombre de consultations qui ont été faites, y compris des consultations de bailleurs. Dans un second temps, le plan d'action visait à atteindre 6 résultats, dont l'un vise à développer et partager, je cite, une vision africaine des IG comme un outil contribuant au développement rural durable et à la sécurité alimentaire. Donc, lorsque ce résultat a été créé, il était question d'imaginer en fait une activité qui permettrait de s'assurer que cette vision est bien créée, développée et partagée au niveau de l'Afrique. Et une des activités était justement la coordination des bailleurs et les synergies entre acteurs au niveau des projets IG. Et en termes d'indicateurs d'une bonne coordination, de l'effectivité d'une coordination, il avait été imaginé de créer cette sorte de comité de pilotage qui serait donc composé de l'Union africaine, de l'OAPI, de l'ARIPO et de l'Union européenne et qui se réunirait à intervalles réguliers. Alors effectivement, ce comité a été créé, comme vous le disiez Anne Chetaille, le comité consultatif de la stratégie a bien été créé pour guider la mise en œuvre de la stratégie. Ce comité a des termes de référence qui exhortent donc les membres à partager les informations au niveau des activités et projets sur les IG, créer des synergies, éviter les doublons, entre autres choses. Donc pour moi, la création de ce comité consultatif est vraiment un vrai signe encourageant qui va dans le sens d'une meilleure cohérence externe, pour citer donc l'étude ex post, et qui a sûrement sa place sans doute dans cette étude, c'est un exemple qui est assez unique au monde à ce stade, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une promesse pieuse, parce que le comité consultatif s'est bien réuni déjà 3 fois depuis sa création en 2018, et sa composante technique s'est réunie 7 fois au total, y compris plusieurs fois pendant la pandémie. Donc on voit bien qu'il y a une résolution des bailleurs de fonds à aller vers plus de coordination sur des projets IG en Afrique. Ce qui est encore plus intéressant sont les outils qui sont créés par ce comité, notamment un tableau d'activité en ligne qui est partagé à l'ensemble des membres permanents que sont, donc, comme vous l'avez dit, l'OAPI, l'ARIPO, la DG Agri et l'Union africaine, et les membres observateurs que sont bien sûr l'AFD, le CIRAD, l'OMPI, la FAO et l'IUIPO avec la FRIPI et la DGIPA. Donc ce tableau a une colonne qui sert justement à identifier les synergies et les complémentarités. Deuxième outil, le Pan-African Geographical Education Hub, qui est créé par le comité et qui permet de communiquer tout ce qu'on fait sur les IG en Afrique à une plus grande audience. Troisième outil, les résolutions et les conclusions du comité consultatif, qui sont toujours une occasion de se remettre en question et de garder une approche dynamique, non seulement de la façon dont on intervient sur les filières, mais aussi comment on se coordonne entre bailleurs. À titre d'exemple, récemment, le comité a tiré comme conclusion qu'il fallait élargir le nombre d'acteurs, en tout cas le nombre de membres observateurs de son groupe de travail, pour refléter qu'il y a plusieurs États et groupes d'États qui interviennent par ailleurs sur les projets en Afrique. Voilà comment est-ce que la CNUSED et l'IPI Suisse ont rejoint le groupe de travail. Donc ça fonctionne plutôt bien, hein. D'ailleurs, même au-delà du comité consultatif, la Team Europe, qui est une autre façon d'améliorer la coordination des projets au niveau de l'Union européenne, nous a permis d'éviter des doublons en Éthiopie. Hein, le projet Afripi s'est retiré pour l'instant des activités IG, pour l'instant en tout cas, ou d'être complémentaire au Nigeria, notamment au niveau des actions menées par l'AFD d'une part, l'ambassade de France, le CIRAD, et donc Afripi. Donc je pense que ces deux pays-là, l'Éthiopie et le Nigeria, sont bien des unités de mesure de l'effectivité d'une bonne coordination, parce que ni l'Éthiopie ni le Nigeria ne sont membres de l'OAPI ou de l'ARIPO. Donc, on pense que ça fonctionne plutôt bien, et avec l'augmentation des technologies, de l'information et de la communication, on imagine mal revenir en arrière sur ces questions. Il y a bien une culture de la coordination qui est en train de se créer. Peut-être que le bémol, c'est qu'on n'a pas encore, disons, d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer la coordination telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà, on sait bien qu'une bonne coordination, c'est une absence de duplication des efforts des bailleurs, mais est-ce qu'on pourrait un peu pousser la réflexion et éventuellement imaginer améliorer la connaissance des stratégies d'intervention des bailleurs pour éviter finalement qu'une carence d'intervention ne soit pas liée, soit plus liée à une méconnaissance des stratégies d'intervention des bailleurs plutôt qu'à une non-volonté de se coordonner. Merci. Merci Monique, c'était très clair et c'est plutôt encourageant, je trouve, voilà, cette dynamique lancée au niveau du comité consultatif
autour de la stratégie panafricaine sur les IG. Et voilà, je note cette question-là aussi de comment finalement on peut mesurer la bonne coordination. À minima, c'est déjà l'absence de duplication, mais ça va aussi s'assurer que voilà, l'ensemble des besoins sont couverts. Et donc, encore merci. On va clôturer cette session de réaction par une intervention de Massimo Vittori, directeur général de l'ONG Origine. Donc voilà, Origine est une plateforme qui met en réseau voilà, une large variété d'acteurs qui interviennent sur des IG, aussi bien des associations de producteurs ou des ministères ou d'autres institutions. Donc, à travers votre réseau, Massimo, vous avez, je pense, une bonne connaissance des acteurs, une bonne connaissance des initiatives qui se mettent en place aussi sur ces sujets de durabilité. Pourriez-vous nous dire comment les acteurs se mobilisent, quels grands sujets de durabilité émergent et finalement comment Origine aussi les accompagne? Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation, pour nous donner la parole, surtout sur un thème qui nous tient très à cœur, le thème de la durabilité. Donc, je voulais commencer déjà par féliciter l'Agence française de développement pour 3 raisons. Premièrement, parce que donc, avoir financé des projets depuis longtemps sur les IG a permis, a contribué donc aujourd'hui à avoir, si la grande majorité des États du monde ont des systèmes sui generis, quand il y a 15 ans, ce n'était pas vraiment encore le cas, c'est aussi grâce à ces projets et aujourd'hui on a une sorte de consensus au niveau international et le haut niveau, le niveau de protection solide qui est garanti par les systèmes sui generis, ça a été même reconnu au niveau de l'OMPI dans le cadre de l'acte de Genève. Donc, c'est maintenant le standard, disons, international de protection. Deuxièmement, féliciter pour avoir fait l'effort d'améliorer dans le futur avec cette évaluation. Donc, je félicite aussi les évaluateurs. Et troisièmement, pour avoir inséré des recommandations sur la durabilité, donc pour dire qu'effectivement, on peut encore améliorer dans la coopération en matière d'IG et notamment mettre plus l'accent sur des questions de réduction des inégalités sociales, les questions de genre, la biodiversité, le changement climatique et la gouvernance. Donc, très important, à mon avis, donc d'insister et pas se limiter effectivement à accompagner l'enregistrement et l'amélioration du cadre législatif, mais accompagner dans la durée les filières, les associations de producteurs. Donc, tout ça, on est totalement d'accord. Maintenant, en ce qui concerne la durabilité, je voulais partager avec vous donc certains éléments déjà, comment notre réseau, comment Origine, je rappelle, c'est donc l'Organisation mondiale des groupements de producteurs IG. On compte aujourd'hui 600 associations dans le monde, à la fois en Europe, en Amérique latine, Afrique, Asie, donc à différents niveaux de développement. Donc, on voit que la durabilité, d'une part, devient de plus en plus un sujet fondamental, à la fois en ce qui concerne les législateurs qui donc commencent à légiférer de plus en plus sur ces questions. Pour des questions, si vous voulez, morales, si on regarde un peu tout ce qui se fait au niveau des Nations Unies avec les objectifs du développement durable pour laisser une planète meilleure aux nouvelles générations, si vous voulez, mais aussi pour des raisons commerciales, parce que de plus en plus, le commerce se rend compte que surtout les nouvelles générations, en général, les marchés et les consommateurs de plus en plus sont intéressés à des questions de durabilité. Maintenant, la grande question, c'est de trouver un consensus et une sorte de permettre au niveau international la création d'une évaluation objective de ce qui est durable. Et à ce sujet, on a commencé la réflexion au sein d'Origine. Certains de nos membres des filières réfléchissent à ça pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait au niveau national, par exemple au niveau sectoriel. Et au niveau d'Origine, on a commencé à travailler sur ce sujet avec la FAO. On a compris surtout que pour les pays en développement, c'est stratégique de pouvoir se retrouver dans ce monde de la durabilité. Ce qu'on a fait, c'est d'une part
analyser un certain nombre d'aspects de durabilité qui sont effectivement déjà partie, si vous voulez, de la philosophie IG. Je m'explique. Il y a un certain nombre de facteurs, disons l'obligation de ne pas pouvoir donc externaliser, de ne pas pouvoir produire ailleurs. Donc, le fait que l'ancrage à un territoire, la possibilité en même temps pour les producteurs primaires du produit d'avoir une meilleure marge de négociation avec les chaînes plus élevées, les anneaux plus élevés de la chaîne de valeur, sont des éléments typiques aux IG qui sont déjà partis donc, de la réflexion sur la durabilité, si vous voulez, socio-économique. Il y a aussi l'aspect de la gouvernance, c'est-à-dire l'importance d'avoir une association de producteurs qui peut effectivement gérer aussi les changements qui peuvent se produire sur le marché. C'est un aspect typique des IG et c'est un aspect typique de la durabilité. Troisièmement, l'aspect des contrôles. Donc, se soumettre à un cahier des charges et se soumettre à des contrôles plus ou moins tiers, si vous voulez, plus ou moins indépendants, c'est quelque chose de typique des indications géographiques et en même temps, c'est quelque chose qui est typique de la durabilité dans le sens que toute démarche crédible sur la durabilité doit aussi se fonder sur un contrôle, si vous voulez, tiers, indépendant. On ne peut pas juste dire « je suis durable » et on voit dans ce contexte, on peut citer tout ce qui se développe en matière commerciale, donc dans des entreprises privées qui développent de sortes de labels durabilité qui effectivement répond à un intérêt des consommateurs, mais on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a véritablement une évaluation objective? Donc, avec la FAO, on a développé une méthodologie qui sera donc publiée officiellement cette année, probablement au mois d'octobre, dans laquelle on permet à chaque filière intéressée de analyser déjà la situation en matière de durabilité par rapport à la filière spécifique, au secteur spécifique, en disant qu'est-ce qu'il y a déjà de durable dans ma démarche ou comment est-ce que je peux mieux communiquer les aspects de durabilité qui sont déjà dans mon IG et bien sûr, en sachant qu'il y a toute une évolution des valeurs sociétales, comment est-ce que je peux planifier une feuille de route pour répondre à un certain nombre d'enjeux qui sont très importants au niveau des législations qui se dessinent au niveau des pays. Je cite par exemple au niveau européen la réforme des indications géographiques a un volet durabilité. Donc, comment répondre aux nouvelles législations qui commencent à se dessiner et en même temps, comment répondre aussi aux valeurs et aux exigences des consommateurs. Donc, je pense que cette méthodologie sera très utile. Donc, on l'a déjà... En fait, c'est une méthodologie qu'après, elle doit être effectivement mise en œuvre au niveau de chaque filière. C'est plutôt une façon de travailler qui donc permet, comme je disais, de faire cette évaluation, planifier une feuille de route et après mesurer toute éventuelle amélioration qui est décidée au niveau de la filière à travers des indicateurs qui sont plus ou moins reconnus au niveau international. Donc, je pense qu'on l'a déjà testé en Colombie, par exemple, pour améliorer un peu certains aspects, pour tester ces indicateurs qu'on a retrouvés au niveau de l'IG Queso Paipa, au niveau du cacao de Colombie, l'IG potentiel, mais aussi, avant ça, on l'avait testé aussi en Honduras avec l'IG Café de Marcala, et on espère de pouvoir travailler de plus en plus avec d'autres bailleurs. D'ailleurs, on reprend un peu le volet coordination entre bailleurs. Je pense que cette méthodologie sera à disposition et d'autres bailleurs, et on espère que sera intégrée dans les prochains projets IG que se dessinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Massimo. On a effectivement hâte de prendre connaissance de cette méthodologie. Donc, je vous propose, je vous remercie tous et toutes pour ces témoignages et vos réactions. Alors, on a dérapé, c'était un peu prévisible, mais c'est souvent comme ça. Donc, voilà, on va arriver au temps de questions-réponses. Donc, je crois qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées dans le chat depuis le démarrage.
il y aurait une première question autour de la commercialisation des IG. Pourquoi aujourd'hui il y en a si peu qui ont été commercialisés? À quoi c'est lié? Est-ce que c'est des lourdeurs process? Est-ce qu'on s'intéresse aussi aux marchés locaux au-delà des IG qui sont plutôt destinés à l'export? Et comment on peut mieux faire? Donc, je ne sais pas, peut-être si Damien voulait répondre à cette première série de questions. Merci pour ces questions. Effectivement, il y a de nombreuses questions dans le chat. Bon, c'est une vaste question de savoir pourquoi les IG sont si peu commercialisés. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. On a quand même des cas où les IG sont bien utilisés, notamment, je pense, au poivre de compote. Ce qui est assez intéressant, c'est... bon, déjà, je pense qu'une des raisons, c'est que les IG sont choisis avec, en fait, assez peu d'études de marché. Ça a été souligné dans le chat également. C'est-à-dire que le label IG ne correspond pas forcément à un besoin, à une demande des acheteurs. Je pense par exemple au café des Boloven, où l'acheteur principal, un des acheteurs principaux, n'utilise pas le logo IG, n'est pas intéressé par le cahier des charges IG qui n'est pas assez contraignant pour lui, pour assurer sa qualité. Il est plus intéressé par des labels bio et équitables qu'il arrive mieux à valoriser sur les marchés européens. Et donc, le café est certifié IG, mais n'est pas, enfin, pourrait être certifié IG, mais l'indication géographique n'intéresse pas tellement l'acheteur. On a eu le même genre de cas sur le sucre de Componxpeux, où il était extrêmement difficile de faire utiliser le logo, indépendamment de la qualité du produit. Donc, la question de l'accès au marché et de la valorisation sur les marchés de l'indication géographique est une vraie question. Et à ça, il faut vraiment y répondre en amont pour s'assurer que ça correspond à une demande du marché, qu'il y a des marchés pour l'IG, parce que si les marchés ne sont pas prêts, les consommateurs ne sont pas prêts à rémunérer le coût de la certification, en fait, le logo sera très peu utilisé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne certifiera pas nécessairement les produits. Et ça m'amène un peu à la deuxième question sur les marchés locaux. Effectivement, c'est aujourd'hui une grande orientation des différents acteurs sur les filières IG, de se dire, bon voilà, pour être en adéquation et aligné avec les orientations climat, travaillons plus sur des produits locaux. Et là, la vraie question, c'est est-ce que les acheteurs localement sont prêts à payer ce surcoût de certification? Et de fait, on sait très bien qu'il y a certains produits qui sont reconnus comme étant produits localement et qui ont une vraie reconnaissance locale, mais pour autant, les acheteurs vont pas forcément, les consommateurs, être prêts à payer le surplus lié à l'indication géographique, lié au logo. Mais ils savent très bien où est-ce qu'il faut aller acheter tel et tel type de produit et que la qualité, elle est garantie quand on achète le produit dans cette zone-là. Mais de là à payer la certification, c'est autre chose. Et c'est un peu ce qu'on retrouve sur une des interventions dans le chat, là, sur le riz Karnoï, le riz petit poussin du Laos, où le riz, il est bien commercialisé. Le riz petit poussin, il est bien commercialisé, mais il n'est pas commercialisé sous IG. Et donc là, se pose après la question effectivement, comment forcer les États à faire appliquer la protection IG quand elle existe. Et ça, c'est une vaste question qui demande une vraie implication des autorités locales et de s'assurer aussi que, de fait, les consommateurs, in fine, sont prêts à payer ce surplus de consommation pour ne pas détruire non plus les filières. Ça, on peut comprendre parfois certaines craintes de enforcement des autorités locales. Merci Damien pour ces premiers éléments de réponse. Une autre question concernait la durabilité, la pérennité des IG après le départ des projets ou de bailleurs comme l'AFD. Qu'est-ce qui est mis en place ou qu'est-ce qui peut être mis en place? Je ne sais pas si vous avez observé sur le terrain des dispositifs qui arrivent à se poursuivre une fois le départ des bailleurs.
Alors, sur la partie filière, je pense qu'il est très important que la garantie, elle doit être, la durabilité, elle doit être apportée par la structuration de la filière et par l'accès au marché. C'est-à-dire que c'est bien la commercialisation des produits qui finance les groupements représentatifs IG, qui financent les institutions et qui doivent assurer la durabilité de ces filières. Ça existe dans certains cas, hein, de manière plus ou moins élaborée, plus ou moins structurée. Après, la durabilité des institutions, une fois que les cadres institutionnels, que le renforcement de capacité il a été fait, c'est vraiment aux États à s'emparer de ces questions-là. C'est du fonctionnement institutionnel un peu courant qui doit être pris en charge par les États. Donc nécessairement, ça a un coût, mais c'est aux États aussi de s'approprier ces dispositifs et d'en assurer la durabilité. Je pense que les formations sont proposées, les textes législatifs, leurs décrets d'application, etc., peuvent être appuyés, mais après le fonctionnement courant des institutions, il doit être pris en charge par les États, et c'est bien une garantie de durabilité qui doit être proposée par les États. Je pense que c'est une des conditions de travail dans le cadre des IG. Merci. Il y avait une autre question dans le chat sur les perspectives d'appui d'IG en Centrafrique. Pour le moment, il n'y en a pas. Les principaux projets financés par l'AFD en Afrique se font à travers le projet PAMPIG, donc c'est en Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun et Guinée, et sinon à travers la facilité IG opérée par le CIRAD, donc il y a un appel à projet. Donc voilà, l'ensemble des porteurs de projets intéressés peuvent soumettre des projets. Et a priori, on n'a pas reçu de demande, en tout cas, de porteurs de projets en Centrafrique. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des questions sur une question sur des produits de luxe. Alors, attendez. En ce qui concerne le choix des produits appuyés par l'AFD, des produits de luxe type Ylang Ylang, en fait, j'aurais envie de dire, c'est un peu selon les besoins identifiés sur le terrain, a priori. Donc, si aussi le produit peut être faire l'objet d'un enregistrement IG, et que s'il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies sur place, voilà, ça peut être effectivement intéressant de soutenir, mais il n'y a pas de choix a priori de financer des IG qui seraient plutôt associés au luxe. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou d'autres réactions peut-être de l'équipe de consultantes ou des intervenants aussi externes. Peut-être un dernier point que j'ai assez peu mis en valeur, mais qui est pourtant important dans les IG et dans l'impact des IG, c'est aussi une reconnaissance des terroirs, des savoir-faire, une reconnaissance de certaines valeurs des populations qui peuvent être assez structurants dans les territoires. Et ça, c'est une valeur non économique qui est difficile à analyser et à estimer, mais qui peut être très structurant dans certaines zones où, du coup, la reconnaissance de pratiques traditionnelles, de pratiques ancestrales des groupements peut être en fait une vraie valorisation de leur savoir-faire, une vraie reconnaissance de leur pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est une valeur, encore une fois, non économique et néanmoins importante à prendre en compte. Voilà, je voulais juste insister un petit peu sur ce point qu'on n'avait pas assez mentionné précédemment. Excusez-moi, j'ai reçu une question sur le chat de M. Camara demandant s'il y a des besoins souvent en termes d'investissement pour augmenter les capacités de production, par exemple sur le MAD. Alors, je pense qu'il a
il a deviné un peu aujourd'hui le besoin fondamental sur le mate. Parce qu'il faut savoir que le mate, c'est un fruit saisonnier, c'est un produit forestier. Donc, il est présent sur le marché que 3 à 4 mois. Donc, aujourd'hui, les transformatrices qui sont leaders un peu de l'IG, donc ont des capacités un peu limitées en termes de transformation. Aujourd'hui, on est autour de 2% de transformation sur ce produit-là. Donc, il y a un besoin fort, effectivement, d'investissement pour augmenter les capacités productives. Dans le cadre du projet Facilité, il y a effectivement un petit fonds qui est destiné en termes d'expérimentation de la conservation de la matière première par des unités de froid. Donc, c'est des systèmes qu'on teste comme ça qui démontrent de la nécessité de pouvoir conserver la matière première, conserver la pulpe pour pouvoir augmenter la production et rendre disponible le produit tout au long de l'année. Le produit transformé, je veux dire. Alors, je voulais juste ajouter aussi par rapport au Bénin. En tout cas, on serait intéressé pour échanger avec le Bénin. J'ai vu qu'ils n'ont pas intégré, quand je sais pas, quelqu'un a parlé de l'exclusion des transformatrices. Dans le cadre du MAD, comment dirais-je, il y a tout de suite une inclusion entre les cueilleurs et les transformatrices. Donc, on aimerait bien échanger avec le Bénin pour voir pourquoi ils n'ont pas intégré tout de suite les transformatrices ou intégrer le produit transformé dans le cadre du cahier de charges. Donc, merci. Merci Taïro pour cette réponse. Je crois qu'il y avait une dernière question à laquelle Aurélie aimerait répondre sur la force de l'auto-estime. Oui, alors je crois que c'était une remarque d'Émilie de la FAO, Émilie Van Kondelaer de la FAO dans le chat, mais Damien a en partie déjà répondu. En effet, dans les entretiens, on a eu beaucoup d'éléments des acteurs qui relevaient leur fierté d'avoir réussi à enregistrer cette IG et toute l'amélioration d'auto-estime qui était effectivement liée à ces projets indications géographiques. Et peut-être aussi souligner le rôle clé de l'animateur territorial, ou plus spécifiquement ensuite de l'animateur du groupement IG qui a vraiment un rôle clé à jouer et qui a besoin d'avoir des compétences spécifiques pour ça, et peut-être qu'on manque aussi de formation pour ces animateurs, pour qu'ils soient vraiment en mesure d'animer les groupements avec une attention portée à l'inclusion et à toute la philosophie en fait de ces indications géographiques qui reste un signe de qualité, mais un signe de qualité très spécifique avec vraiment donc un besoin de formation, je pense, très clé, qui est vraiment clé pour la réussite des projets. Et on manque, je dirais, de Taïro Kanouté dans les pays pour porter sur le long terme ces projets avec une vision territoriale et inclusive. Merci Aurélie pour ces compléments. Effectivement, c'est un point que je note sur le rôle des animateurs et le besoin de formation complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat qui nécessiteraient une réponse? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres... oui, il y a une question sur les 39 sous-questions évaluatives qui ont été utilisées dans le cadre de l'évaluation par le GRET et l'équipe de consultants. Alors, peut-être je vous invite à lire le rapport, quoique c'est peut-être pas précisé dans la synthèse, mais je ne sais pas si les consultants souhaitent répondre. Ou il y a peut-être une slide qui est disponible. Pour illustrer. Effectivement, c'est possible qu'on ait une slide. Si on peut remettre le PowerPoint, je pense qu'on a une slide qui reprend les différentes questions, les 12 questions principales. C'est vrai que c'est voilà, les questions d'évaluation. Là, vous avez les 12 questions principales qui sont subdivisées en sous-questions. J'avoue vous avoir épargné cette présentation un petit peu fastidieuse, mais évidemment, on les tient à votre disposition. Il y avait toute une première série de questions autour
comme je le disais, plus des critères CAD, OCDE, cohérence, pertinence des interventions, cohérence avec les stratégies des différents pays, sur les objectifs, voilà, dans quelle mesure les objectifs sont alignés avec certains des objectifs de développement durable. Toutes des questions autour de la coordination des bailleurs, et puis après les questions qui sont plus relatives au cadre développement durable de l'AFD sur le bien-être social, la réduction des déséquilibres sociaux, les égalités femmes-hommes, la préservation de la biodiversité, les trajectoires bas carbone, etc. Comme vous le voyez, c'est bien ces sous-questions qui ont irrigué les conclusions qu'on vous a présentées et les recommandations qui en sont issues. Si jamais il y avait des questions complémentaires, je pense qu'on peut peut-être y répondre en bilatéral. Merci Damien pour ces compléments. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que peut-être des derniers mots de la part de Monique, de Taïrou, Reto ou Massimo, avant de passer la parole à Mathieu Legris pour la conclusion? Bon, moi je voulais revenir sur un message important. Et je taquine souvent quand je dis l'enregistrement de l'IG et après. Et après. C'est une grande question pour moi qui mérite que tout le monde, en tout cas, parce que on l'a vu avec les IG, les IG qui ont été les premières à être enregistrées dans l'espace OAPI. Effectivement, si j'ai bien compris qu'il y a un problème qui sont en situation dormante. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un besoin fort d'accompagner plus longtemps les IG. Dans le cadre du MAD, aujourd'hui, il y a des besoins vraiment importants en termes d'augmenter les capacités productives des unités de transformation pour pouvoir répondre à la demande. Les femmes sont parties à la FIDAC. Je rappelle qu'aujourd'hui, le MAD n'est pas encore officiellement enregistré au sein de l'API, mais cette année nous a permis de tester un peu le marché. Peut-être un peu c'est un mal pour un bien, mais on a vu qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai peur en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce qu'on sera capable de pouvoir satisfaire la demande qui est aujourd'hui extrêmement importante? Les produits s'arrachaient comme des petits pains à la FIDAC. Et donc, c'est vraiment un besoin fort. L'autre besoin, c'est vraiment en termes de promotion. Ça bouffe beaucoup la promotion des produits. Nous avons envoyé deux de nos collègues en France cette année, grâce aux partenaires. Et ils sont revenus avec cette question fondamentale de la promotion des produits. Parce que on voit que dans les IG en Europe, la promotion est extrêmement importante et des moyens conséquents sont dégagés pour accompagner cette promotion et cette commercialisation. Moi, c'était un peu les deux messages que je voulais passer avant de vous remettre la parole. Merci. Merci beaucoup, Taïrou. C'est bon pour Monique, Massimo, Reto? Oui, merci, Madame Chetaille. Oui, juste pour peut-être encore une fois préciser que moi j'ai été vraiment très soulagée de voir à plusieurs reprises dans la synthèse toute cette question du fait qu'on est beaucoup focalisé sur les critères de l'enregistrement et pas assez sur les besoins des filières. Et donc à FRIPI, notre approche de soutien aux IG passe par des études prospectives dans lesquelles on va essayer de vraiment analyser le besoin des filières au-delà des critères d'enregistrement. Est-ce qu'il y a bien des besoins, des débouchés économiques et comme le disait Damien, des débouchés non économiques? Et on espère dans cette étude-là aussi analyser s'il y a bien des bailleurs de fonds qui pourraient appuyer le produit au-delà de notre projet. Donc juste pour dire qu'on va faire ça aux Comores, en Mauritanie et au Gabon pour l'instant, probablement en Tanzanie, aux Seychelles et à l'île Maurice également. Voilà, donc on verra les résultats, on les partagera bien sûr dans le cadre du comité consultatif. Merci. Merci Monique. Merci. Et de mon côté, peut-être mentionner cette publication qu'on a faite avec AFRIPI et la Commission européenne, justement, sur les IG en Afrique, parce que, comme recommandation, justement,
pour les bailleurs de fonds, c'est de renforcer la coopération, mais aussi d'aller au-delà de la rédaction des cahiers des charges et de l'enregistrement des IG, que c'est très important, mais de se focaliser en même temps sur l'appui aux associations de producteurs et au contrôle, qui sont deux instruments aussi pour pouvoir mieux gérer aussi les avancements et les améliorations en matière de durabilité. Parce que seulement si on a une association et si on a des contrôles, on peut aussi faire du progrès en matière de durabilité. Donc, je pense que les différents sujets se rapprochent. Il y a une cohérence d'ensemble aussi dans vos recommandations, et je pense que si on continue à partager des informations, des outils, on peut effectivement améliorer davantage des projets de coopération, déjà que, je le rappelle, ils ont été très efficaces parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le système IG devient sui generis, donc il est adopté dans la large majorité des pays du monde. Et il y a quand même, on voit un intérêt et un enthousiasme quand on parle d'IG bien au-delà de l'Europe. Merci. Merci. Reto, c'est bon pour vous? Oui, peut-être juste un commentaire général. Je crois que les IG, c'est un bon outil de différenciation pour certains produits, mais certainement pas la recette du succès pour tous les produits, non? Donc, nous avons, je crois tous, la tâche de mieux expliquer aux consommateurs et acheteurs les avantages comparatifs de l'IG comme outil de différenciation, par exemple par rapport à d'autres labels bio, commerce équitable, rainforest, etc. L'IG est très bottom-up, donc défini par les producteurs et pas par les acteurs internationaux. Il est plus accessible pour les producteurs que les labels privés, etc. Un consommateur toujours demande est-ce que les producteurs sont-ils toujours en mesure d'effectuer un contrôle qualité cohérent? Donc, il faut pouvoir expliquer clairement ce que l'IG garantit. Merci. Merci beaucoup, Reto, et pour ces mots. Et Mathieu, je te passe la parole pour la conclusion. Donc, Mathieu est responsable de la division agriculture, développement rural et biodiversité à l'AFD. Merci Anne. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais remercier encore une fois l'équipe de consultants pour le travail extrêmement dense, extrêmement riche qui a été réalisé et sur une évaluation un petit peu au long cours. Donc, tous les remerciements de l'AFD pour cette évaluation. Je voudrais remercier également tous les panélistes d'aujourd'hui pour leurs éclairages. Je crois que cet échange montre que nous avons là une communauté de pratiques, une sorte de coalition d'intérêts sur la question des IG qui est absolument remarquable et qui sera très utile pour valoriser les résultats de cette évaluation. J'y reviendrai. Et puis remercier les collègues de l'AFD qui ont suivi l'évaluation et coordonné cet événement de la division évaluation et de la division agriculture, développement rural, biodiversité à travers Anne. Et bravo pour avoir tenu le timing de cette séquence très dense. Alors, quelques éléments que je retiens des conclusions de cette évaluation. Je pense que ce travail confirme assez largement la pertinence de nos opérations en matière d'indication géographique, mais néanmoins, il nous interpelle assez profondément, et merci pour ça, sur les impacts de ces opérations, à la fois vis-à-vis d'objectifs stratégiques relativement récents, ou parfois postérieurs à la construction des projets, donc sur les enjeux transversaux, notamment que sont les enjeux climatiques, de biodiversité et d'inclusion sociale, mais il nous interpelle aussi sur les impacts, sur des objectifs qui sont plus structurels de ce type d'opération, et notamment les impacts économiques. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on l'entende. Alors, je comprends que les situations sont contrastées, qu'il n'y a pas de conclusion absolument générale et absolument uniforme, mais quand même, je pense que c'est important pour nous d'entendre que ces projets qui sont structurés d'abord historiquement sur des impacts économiques, ne les atteignent pas toujours. Et ça, je pense que c'est important. C'est un élément très important de cette évaluation. Et du coup,
merci de nous amener à mieux interroger la pertinence a priori de l'outil indication géographique pour structurer les filières agricoles au regard eh bien, d'autres modalités, d'autres signes de qualité qui peuvent être plus performants dans certains cas. Voilà. Donc, je crois qu'il faut, du coup éviter la logique du one size fits all et d'être un peu plus discriminant et vous nous appelez à écouter davantage des acteurs locaux dans ces orientations a priori. Vous nous interrogez aussi à travers cette évaluation sur notre capacité à intervenir sur le temps long. Bon, ça, c'est je dirais, une interpellation classique en matière de développement agricole et rural, dans un domaine pour lequel les durées de 3, 4, 5 ans, effectivement, sont bien souvent trop brèves pour à la fois atteindre les impacts escomptés et surtout garantir les conditions de leur pérennité. Donc, interpellation bien reçue et nous la partageons d'un point de vue technique, nous-mêmes confrontés parfois aux contraintes un petit peu structurelles des instruments de financement de l'AFD avec lesquels nous composons. Voilà, tous ces éléments sont absolument cruciaux pour, je crois, atteindre finalement un des objectifs indirects de la coopération française dans le domaine, c'est de démontrer sur le terrain la performance du système sui generis pour conforter in fine son portage à l'échelle internationale. C'est, je crois, un objectif qui est aussi celui des tutelles de l'Agence française de développement, qui nous confère des moyens à la fois d'obtenir des impacts sur le terrain, ça c'est objectif développemental direct, mais aussi que ces impacts puissent servir aussi, encore une fois, le portage à l'échelle internationale de ce modèle. Voilà, donc ces recommandations elles viennent, je crois, à un bon moment parce que nous préparons avec nos ministères de tutelle un nouveau cycle du programme de renforcement de capacité commerciale, qui est le programme qui finance une grande partie des projets indications géographiques. Donc, ça vient à point pour que ces réflexions, ces recommandations soient versées dans notre dialogue sur les orientations de ce nouveau PRCC. Et puis, voilà, diffusons ensemble ces réflexions, ces recommandations dans différents cadres. On le fera d'un point de vue assez opérationnel et on le fait déjà dans le cadre de la facilité indication géographique qui a été mentionnée à plusieurs reprises. Et puis, dans des cadres plus larges tels que le comité consultatif de la stratégie panafricaine sur les indications géographiques. Plusieurs d'entre nous y contribuons à différents titres. Je crois que vraiment ce sont des cadres dans lesquels on peut donner de la résonance aux conclusions de cette évaluation. Voilà. Donc, merci encore, merci à tous les participants en ligne et au plaisir de poursuivre les échanges avec cette communauté de pratique sur les indications géographiques. Voilà, à bientôt. Merci Mathieu et bonne journée à tout le monde. Merci et merci beaucoup. encore à nos invités et aux Grettes.